Que s'est-il passé hier soir entre l'Iran et les États-Unis? Encore une fois, on a vu l'Iran et les gardiens de la révolution essayer de contrôler le détroit d'Ormuz, parce que certains pétroliers empruntent des routes qui ne sont pas celles désignées par les Iraniens. Ils essaient quand même de les utiliser. Aujourd'hui, 2 pétroliers ont été forcés d'emprunter les routes définies par l'Iran. Ensuite, il y a eu l'attaque américaine hier soir, en réponse à celle qui avait eu lieu la veille dans le détroit d'Ormuz. Et puis, la riposte iranienne. Ils ont frappé plusieurs cibles, des positions américaines dans la région. D'après l'Associated Press, l'une de ces cibles se trouvait à Bahreïn. Quand on regarde la situation, est-ce qu'on peut encore parler d'un accord, d'un protocole d'entente? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut encore dire aujourd'hui? Eh bien, je pense que, vous soulevez un très bon point, parce que tout l'enjeu, tout l'objectif du protocole d'accord de 60 jours, qu'on appelait un cessez-le-feu, eh bien, on avait déjà un cessez-le-feu le 7 avril. Alors, à quoi bon en signer un nouveau? D'après ce que j'en ai compris, l'idée c'était que celui-ci serait un véritable cessez-le-feu. En fait, j'étais tellement optimiste que je l'ai même qualifié d'armistice temporaire. Mais ça s'est révélé faux, parce qu'un armistice, vous savez, ça suppose quand même une certaine forme de permanence. Et comme cet accord comportait de nombreuses clauses, qu'il était complet, qu'il rassemblait vraiment tous les éléments nécessaires à un accord de paix durable, comme celui qu'on avait envisagé lors des négociations en personne à Islamabad, il y a quelques mois, je pensais que c'était en quelque sorte un armistice temporaire, mais qui pouvait être prolongé indéfiniment. Mais ce qu'on a vu, c'est que le dernier cessez-le-feu était faux. Et celui-là aussi s'est révélé être faux, parce que tu sais, les 2 camps l'ont violé. Mais je pense que mener cette attaque de drone contre le navire battant pavillon de Singapour, jeudi, c'était une erreur. Et répondre de façon non proportionnée, non pas en ciblant un navire iranien, mais en escaladant le conflit et en frappant 4 sites iraniens, c'était encore plus imprudent. Parmi ces cibles, il y avait le siège de la nouvelle autorité du traité du Golfe Persique iranien. En gros, ça montrait que la véritable raison de leur attaque, c'était de tenter de saper la nouvelle gestion iranienne du détroit, avec cette route omanaise qui longe la côte du sultanat. Et c'est une recette pour une guerre sans fin, parce qu'ils n'ont pas fait de conférence de presse contre l'armée américaine ou contre les bases américaines. Mais ils ont bien frappé Bahreïn avec une attaque de drone, comme vous l'avez mentionné, et aussi au moins un autre navire dans le détroit d'Ormuz. Donc, en réalité, c'est une sorte de bras de fer entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis insistent pour que le détroit reste libre et ouvert, que l'Iran n'en ait pas le contrôle, et que ce soit eux qui l'aient. Et l'Iran, de son côté, montre chaque semaine que l'autorité ultime sur le détroit d'Ormuz, sur ce qui peut passer ou non, échappe largement aux États-Unis. Je pense que le point essentiel, c'est que la première clause du protocole d'accord portait sur le cas du Liban et sur la guerre au Liban. Et on voit bien qu'un accord est en train de se former entre les Israéliens et le gouvernement libanais. D'ailleurs, le gouvernement libanais n'a pas pris part à la guerre. Il ne combattait pas les Israéliens. C'était le Hezbollah qui affrontait les Israéliens. Et maintenant, il y a un nouvel accord qui redéfinit en gros la même ligne jaune qu'avant. Et aujourd'hui, cela revient à légitimer l'occupation israélienne du Liban, ce qui est une recette pour le désastre. Parce que tant qu'ils seront présents au Liban, ce genre d'affrontement va continuer. Ce n'est pas une solution durable à la guerre au Liban. Je pense que le cas du détroit d'Ormuz est d'une certaine manière plus gérable, parce qu'il s'agit d'un différend entre l'Iran et les États-Unis. Après tout, on peut voir ce type d'affrontement, on peut constater que les attaques, comme vous l'avez mentionné, sont extrêmement dangereuses.
En fait, comme le dit l'ambassadeur Chas Freeman, c'est, si vous voulez, un cessez-le-feu à la manière israélienne. Et c'est tout à fait ça. That's exactly right. Yep. Oui, c'est comme le communisme en Chine. C'est du communisme avec des caractéristiques chinoises. En gros, c'est une interprétation chinoise. Oui, ils appellent ça l'interprétation chinoise. Exactement. That's right. Oui. D'ailleurs, quand on parle du cas du Liban, tu penses qu'ils prennent vraiment la situation au sérieux? Parce que là, c'est une recette toute faite pour le désastre. Ils sont en train de se piéger eux-mêmes et de piéger aussi Netanyahou en légitimant le fait qu'il reste au Liban et qu'il poursuive la guerre. Yeah, everything that Rubio helped mediate, negotiate. Oui, tout ce que Rubio a aidé à négocier et à arranger il y a quelques jours à Washington, entre le gouvernement libanais et Israël, c'est n'importe quoi. Parce que comme tu l'as dit, c'est une violation flagrante de l'article 1 du protocole d'accord que Trump a signé. Tu sais, avec beaucoup de mise en scène et d'applaudissements dans la salle de Versailles pendant le sommet du G7 le 17 juin, la semaine dernière. Et franchement, qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit noir sur blanc que les deux parties s'engagent à garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. Alors ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ça implique clairement qu'il n'y aura pas de troupes étrangères d'occupation au Liban. Donc, les États-Unis feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour convaincre Israël ou faire pression sur Israël afin qu'il retire ses troupes du Liban. Et ça, ce n'était pas écrit noir sur blanc dans l'accord, mais c'est clairement sous-entendu par l'article 1er. D'après les informations, c'était l'une des 3 concessions de dernière minute que Trump aurait faites le 14 juin pour empêcher l'Iran de frapper Israël avec des missiles après le bombardement de Beyrouth par Israël et pour sauver son accord d'armistice de 60 jours. Du coup, les États-Unis continuent de se contredire. Ils continuent de montrer qu'Israël, ou plus précisément Netanyahou, exerce une influence énorme sur la Maison-Blanche. Président Trump, je viens de publier 2 articles, dont l'un montre toutes les fois où le président Trump a passé un sacré savon à Netanyahou à plusieurs reprises depuis, y compris en septembre. Et là, c'était sans doute l'un des pires moments, parce que Netanyahou avait rejeté son plan de cessez-le-feu à Gaza en 20 points, et Trump a dû le recadrer sévèrement pour qu'il finisse par l'accepter à contre-cœur. Netanyahou est un va-t-en-guerre. On le sait depuis le début, c'est un criminel de guerre. Il a massacré 60 000 civils innocents, Gazaouis et Libanais, dont au moins 20 000 enfants, certains ayant eu les membres arrachés. Et tout ça avec le soutien des États-Unis. Et le président Trump a ordonné à Israël d'arrêter et de mettre en place un cessez-le-feu. Et le lendemain de la signature du cessez-le-feu, Israël s'est remis à bombarder le Hezbollah et ils ont tué 2 jeunes filles innocentes. Donc vous voyez, Netanyahou continue de montrer qu'il est le partenaire dominant dans sa relation avec les États-Unis. Ce qui est absurde, parce que Israël a la taille du Salvador. C'est 444 fois plus petit que nous. Et Trump a eu raison de dire la semaine dernière que les États-Unis, nous, donc, sommes le grand partenaire et qu'Israël est le tout petit partenaire. Ensuite, Vance a enchaîné en disant qu'Israël est un pays de 9 millions d'habitants et qu'ils ne peuvent pas atteindre la paix en tuant des gens. Mais Netanyahou continue de leur mettre le doigt dans l'œil et en gros, de faire un bras d'honneur à Trump et à Vance. Et il va simplement faire ce qu'il veut parce qu'il détient des informations compromettantes sur le président Trump. Hier, ils ont signé l'accord, et aujourd'hui, on a vu 2 attaques à Nabatie, menées par des drones et des avions de chasse. Désolé, mais c'est ça, la réalité de ce qui se passe. Et s'ils décident de rester dans la zone jaune, ils peuvent toujours dire qu'il se passe quelque chose juste au-dessus de cette zone.
ou de la ligne jaune qu'ils ont tracée dans le sud du Liban. Donc on doit anticiper ces attaques. En fait, ces arguments sont essentiellement des attaques préventives de la part d'Israël. These arguments are basically preemptive attacks on the part of Israel. So just Alors, est-ce que vous voyez le moindre signe que le Hezbollah va reculer? Ils ont dit que ce que le gouvernement libanais a fait était humiliant. Et puis, il y a cette autre crainte, qu'il y ait une sorte de guerre civile au Liban. Mais aujourd'hui, j'ai parlé avec le professeur Randy Iranian, qui connaît bien le Liban. Il dit que le Hezbollah est très attentif à ce qui se passe à l'intérieur du pays. D'une certaine manière, ils arrivent à éviter toute guerre civile, tout en maintenant le combat contre les Israéliens. Parce que pour eux, c'est une situation qu'ils connaissent depuis des années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, le Hezbollah ne va jamais se désarmer. Ils ont reçu l'ordre de le faire dans le cadre d'un accord. Je crois que c'était en 2005 ou 2006. Ils ne l'ont toujours pas fait. Ça fait 20 ans maintenant. Ils n'ont même pas commencé à se désarmer. Et c'est la force militaire la plus puissante du côté libanais. Donc, en réalité, le Liban ne peut pas se permettre que le Hezbollah se désarme, parce que sinon, il perdrait sa capacité à résister à une occupation israélienne à grande échelle. Un de mes amis, Mario Nafal, avec qui j'ai fait plusieurs interviews, il est libanais, libano-australien, a dit qu'il pensait que la solution serait d'intégrer le Hezbollah dans l'armée libanaise. Et je pense que c'est vraiment la meilleure option. Et un vrai cessez-le-feu, un cessez-le-feu légitime, devrait aller dans ce sens, devrait demander que le Hezbollah fusionne simplement ses forces militaires avec celles de l'armée libanaise. Et l'armée libanaise, bien sûr, est commandée par un chrétien maronite, comme le prévoit la Constitution. Et ça, ce serait l'idéal. J'aimerais vraiment voir ça. Vous savez, j'aime le Liban. Le Liban a un président chrétien. Il a, je crois, un vice-premier ministre chrétien, un chef de l'armée chrétien. Et c'est vraiment, vous savez, autrefois, c'était la Suisse du Moyen-Orient, avant qu'Israël ne la détruise et ne l'envahisse. Et évidemment, le président Ronald Reagan a donné l'exemple en disant « passant un sérieux savon à Israël après son invasion du Liban ». Je crois que c'était en 1982. Et en leur disant clairement qu'il couperait toute aide sécuritaire américaine s'ils ne cessaient pas et ne retiraient pas leurs troupes. J'aimerais beaucoup voir le président Trump, vous savez, suivre les traces de Reagan et faire ça. Mais vous avez tout à fait raison. Le Hezbollah est le plus grand parti politique musulman du Liban. Il dirige une opposition au Parlement qui compte 62 sièges sur, je crois, 125. En gros, il faut 65 sièges pour avoir la majorité, donc il leur en manque 3. Ils n'ont vraiment aucun intérêt à une guerre civile. Mais Israël, lui, est très intéressé par une reprise de la guerre civile libanaise, qui s'est terminée il y a environ 20 ans. Parce qu'ils veulent, enfin, ils pensent qu'ils aimeraient vraiment voir ça. C'est un peu leur solution pour chaque pays. Vous savez, ils ont évidemment énormément profité de la guerre civile en Syrie, qui a renversé l'un de leurs plus grands ennemis, le président Assad, qui bien sûr a fui à Moscou. Et ensuite, la Syrie a été prise en main par un ancien dirigeant d'Al-Qaïda et de Daesh, Al-Shara. Et vous voyez, ils aimeraient bien que la même chose se produise en Iran. Leur but, c'est de le morceler en petits morceaux. En gros, tout pays qui reste indépendant ou qui remet en cause leur hégémonie sur la région ouest du Moyen-Orient est un pays qu'ils cherchent à déstabiliser. Ils veulent saper la démocratie, annexer des territoires, les occuper. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait.